chose, c'est le fait que la Roumanie, ni la Moldavie, n'ont pas la classe politique qui soit digne d'un tel idéal. Le problème est là. Je crois que politiquement, la Roumanie ne peut pas intervenir, avec ça je suis d'accord avec monsieur le professeur, elle ne peut pas aller liée à des traités européens, elle ne pourra pas entrer en guerre contre la Russie pour défendre la Moldavie. Ça, c'est une utopie totale. Par contre, je crois que l'exemple politique de Kohl est bienvenu, parce que si la Roumanie et si la Moldavie aussi avaient une classe politique décidée d'écouter l'intérêt national, je crois que la réunification pouvait se faire. Mais malheureusement, cette classe politique n'existe pas. C'est ça le problème. Par rapport à la classe politique, Mme Goudzo a effleuré vers la fin de sa conférence des aspects, mais au cœur du problème se trouve notamment le non-fonctionnement des institutions, notamment de la justice, et la corruption, aussi bien en Roumanie qu'en Moldavie. En Moldavie encore plus. L'histoire du milliard et quelques d'euros siphonnés par des ingénieries bancaires qui devaient avoir l'approbation politique est tellement évidente que ça ne demande plus d'autres commentaires. Enfin. Madame. Voilà, j'aurais deux questions. D'abord, je voudrais remercier Madame Goudzo pour la très intéressante discussion qui nous a vraiment introduit dans un domaine où il y a beaucoup d'incertitudes pour les Roumains, mais surtout pour la diaspora roumaine. Alors, je voudrais demander d'abord, pour moi, ce n'est pas clair, la langue officielle et obligatoire pour un jeune moldave qui parcourt le primaire jusqu'au secondaire, c'est le roumain ou il y a deux langues obligatoires et officielles? Non, selon la législation, il y a une seule langue officielle qui, traduite, plutôt translittérée du russe dans la Constitution, figure comme langue d'État. C'est une translittération du russe государственный язык, mais le terme c'est langue officielle. Langue d'État moldave, article 13 de la Constitution. Elle est obligatoire. Oui, bon, c'est-à-dire que c'est le roumain. Elle est obligatoire, on suit le parcours en langue roumaine, mais nous avons des écoles avec enseignement en russe qui sont financées par l'État. Les minorités fréquentent ces écoles. Ils ont également le droit d'avoir des groupes d'enseignement en russe à l'université. Donc, ils ont leur droit linguistique exceptionnellement représenté. Vous ne trouverez ça ni en Ukraine. Voilà. En Ukraine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, j'ai compris. Donc, voilà. Si j'ai bien compris, il y a une partie de la population moldave qui ignore le roumain parce qu'elle a fait les écoles par... C'est ça. Parce qu'elle a suivi les écoles russes. La langue roumaine n'est pas obligatoire pour tout le monde. Bon, ça peut être un sophisme. Si, il faut connaître la langue. Mais on est venu... Une partie de la population hongroise qui ne parle pas roumain, malgré le fait que la langue roumaine est une langue officielle depuis bien longtemps. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, nous sommes tributaires à un passé impérial beaucoup plus évident que les Roumains de la Roumanie, par exemple. Parce que la présence russe en République de Moldavie a été beaucoup plus prégnante qu'en Roumanie. C'est pour ça que seulement en 2014, quand nous avons adopté le nouveau code de l'éducation, et j'ai combattu pour cela, la langue russe a été chassée du champ obligatoire. Elle est maintenant à côté des autres langues étrangères enseignées à l'école. On a eu dans la presse voilà, il a fallu une volonté politique. Donc le russe est à côté de l'anglais, du français et tout ça. Mais mes enfants, ils ont appris à l'école le russe comme langue obligatoire étrangère. C'est-à-dire, tu apprends le roumain, le russe, et ma fille, je faisais les devoirs avec elle parce que... Ça c'est fini, c'est fini, à partir de maintenant. On a eu un mouvement de résistance de la part des minorités russes, ils ont défilé, ils ont dit, l'ambassadeur a dit je ne sais pas quoi, mais le code est adopté. Maintenant, bien sûr, c'est fini, mais si un beau jour les communistes qui appuient le gouvernement minoritaire disent aux leaders des partis, nous voulons changer le code de l'éducation, là il faut faire... Donc, on ne sait jamais avec la République de Moldavie. Voilà, merci bien. On a obtenu... Oui, oui. La deuxième question, c'était si 80% de la population
moldaves et roumaines. J'ai vu votre graphe là-bas. Alors comment se fait-il que seulement 20% veulent la réunification? Ça me semble... Il y a des Roumains qui ne veulent pas la réunification. Malheureusement, oui, oui. Malheureusement, c'est ça. Moi, il y avait les collègues des pays baltes, les politiciens des pays baltes me demandaient souvent, mais Madame Goutou, comment se fait-il que les communistes ont toujours 40% pendant les élections? Il n'y a que 20% des minorités. Moi, j'avais honte. Moi, je dis, malheureusement, 20% de la population majoritaire vote aussi les communistes. Parce que dans les pays baltes, c'est inimaginable. Là, il y a un pourcentage beaucoup plus important des Russes, 40% en Lettonie, et voilà. Mais il y a des non-citoyens. Moi, j'ai eu une initiative. J'ai voulu revenir à la variante de la citoyenneté. Et, qu'est-ce que j'ai eu au Parlement? Non, c'est pas possible. Mais ils ont bien fait. Ils ont des non-citoyens. Tu ne connais pas la langue. Tu es un non-citoyen. Tu dois apprendre. Donc, c'était une mesure drastique prise par les pays baltes. Franchement, les institutions européennes ferment les yeux. Parce que c'est leur affaire à eux. Et ils ont bien fait. Nous n'avons pas eu le courage de le faire. Nous avons donné la citoyenneté à tout le monde. À tout le monde. Sans formuler des conditions. Maintenant, il est trop tard. Bien sûr, il est difficile de refaire ça. Ça déclencherait un scandale énorme dans les conditions actuelles. Mais c'est comme ça. Il y a des Moldaves, citoyens moldaves, d'origine roumaine, de nationalité, de culture, qui malheureusement ont le syndrome de Stockholm. Ils ont été déportés, ils ont été expropriés, mais ils adorent leur bourreau. Ça, c'est le problème des citoyens, de certains citoyens moldaves. Alors je commence à être un peu très en doute sur la réunification. Puisque, non, mais vous voyez pourquoi? Parce que les Roumains d'origine, s'il y a des Roumains d'origine qui ne désirent pas ardemment cette réunification qui me semble être très désireuse, je la désire. Voilà. Si on revient à l'année 1918, la structure démographique de la Bessarabie était encore pire que celle d'aujourd'hui. Moi, je dis que durant tant d'années d'occupation soviétique, les Moldaves, le mieux ce qu'ils ont pu faire, c'est de se multiplier, c'est-à-dire on est déjà 80%. Mais dans la Bessarabie de 1918, les Moldaves étaient encore moins nombreux. Encore moins nombreux. Et pourtant, le Parlement, il a voté la réunification. Et puis, comme je rejoins aussi M. Loubière, je suis roumaine d'origine et je vais souvent en Roumanie, j'ai de doutes sur le désir ardent des Roumains de se réunifier. Alors, vu que des deux côtés il y a un peu de doute, je commence à avoir un peu de doute aussi. Ouais. Bien que je désire ardemment cette réunification, parce que je ne conçois pas la Roumanie sans la Moldavie, ça me semble une aberration. Hein. Bon, alors, vous devez choisir entre cogito ergo sum ou dubito ergo sum. Moi, je dis cogito ergo sum, je raisonne dont je suis, je plaide pour la liberté, je combats pour une idée, et c'est ça. Ouais. Bon.